Vous savez, Saint François d'Assise avait cette belle spiritualité. Saint Thérèse d'Avila et Jean de la Croix ont donné la spiritualité carmélite, le château intérieur. Saint Ignace aussi a laissé aux jésuites les exercices spirituels. Mais qu'est-ce que Dominique nous a donné? Il nous a donné une forme de gouvernement démocratique. Il nous a donné une façon de prendre des décisions. Est-ce que vous pensez que c'est un peu sec? Mais si vous allez à la spiritualité dans une librairie, vous ne trouverez pas grand-chose sur les dominicains. Mais moi, je pense que notre démocratie et notre démocratie est une spiritualité profonde. Il exprime les vérités les plus profondes de notre vie dominicaine. Nous sommes des frères et des sœurs. Ce sont les seuls titres importants dans le christianisme. Et certainement pas père, ni monseigneur, ni monseigneur. euh, dans Christ, nous sommes des frères et des sœurs qui osent appeler Dieu comme notre Père. C'est pourquoi des récents chapitres généraux des frères ont insisté que le titre de frère, c'est le seul titre que nous devrions utiliser dans l'ordre, même si on est ordonné prêtre. Notre maître actuel est toujours le frère Gérard. Certains frères ont de la difficulté à le comprendre. Et mais quand je vais visiter, alors je dis aux frères, je vous prie, appelez-moi frère Timothy, seulement ça. Et ils vont répondre, oui, mon père. Saint-Dominique vivait dans un monde qui était en train de se transformer. Il y avait les marchands qui voyageaient dans le monde entier. Il y avait les hiérarchies féodales. Et il y avait de nouvelles formes de communication et de nouvelles idées dans les nouvelles universités. Il y avait la démocratie dans l'air et les étrangers étaient dans la rue simplement. Et pour ce nouveau monde, là, les, les frères, les dominicains, et il y avait la spiritualité de la fraternité. Pour eux, c'était une merveilleuse nouvelle. Alors, c'était une façon de rentrer en relation avec les étrangers, avec les gens de l'extérieur. Mais aujourd'hui, dans un monde où nous vivons, on subit une transformation similaire. Il y a on voit une montée des médias sociaux. Et on vit dans le monde digital. Il y a des millions de personnes se déplacent en quête de sécurité et d'un refuge contre la violence. Mais dans notre monde, la démocratie est menacée et partout, on voit des hommes forts qui arrivent au pouvoir en Russie, en Chine, en Turquie, en Hongrie, au Zimbabwe et au Venezuela, en quelques parties de l'Afrique. Alors, ne parlons pas de président Trump. Alors, les murs s'élèvent et des frontières se renforcent. Et nous avons beaucoup d'étrangers dans nos rues. Je pense que c'est un temps très difficile. Une spiritualité de la fraternité, d'être frères et sœurs, est extrêmement important, non seulement pour nous, non seulement pour l'Église, mais pour le monde. Et, et le pape François a dit, il a publié Fratelli Tutti. Et je pense qu'il y a aussi Sorelle Tutte. Et, et aussi, au sein de l'Église, je pense qu'il y a dans notre gouvernement dominicain
spécialement aujourd'hui, le pape nous a dit de dépasser ce cléricalisme étouffant. Quoi de mieux que de vivre en frères et sœurs? Nous appelons Saint Dominique notre Père, mais lui, il a toujours dit, appelez-moi frère Dominique. Et c'est la première biographie de Dominique, c'était dans la Vitae Fratrum, c'était la vie des frères, c'est sa première biographie de Saint Dominique. Il voulait être un frère. Un- alors, ça c'est le sujet aujourd'hui. Et, alors, à quoi ressemble une forme de gouvernement fraternel? Alors, la, alors, la base fondamentale, c'est ce que nous avons une façon fraternelle de nous parler. L'art du gouvernement dominicain est basé sur la bonne conversation, une bonne conversation dans laquelle chacun est libre de parler et d'écouter. Encore un point, je vais mentionner, la conversation est vraiment l'essence de la vie chrétienne. Et la vie de la Trinité, c'est la conversation de Dieu éternel. La vie de Dieu, c'est vraiment la conversation éternelle. Selon le Concile Vatican II, l'écriture est une invitation de Dieu à entrer en conversation avec nous. La parole de Dieu n'est pas qu'un Dieu qui nous dit du haut d'une montagne avec un mégaphone. C'est Dieu qui nous invite à un dialogue. Il, nous parlons à Dieu comme avec un ami. Et donc, évidemment, Dieu s'est fait chair dans une personne de conversation. Et alors, dans l'évangile de Jean et la conversation de Jésus avec les gens, il parle avec ses disciples, il parle avec la Samaritaine, avec tout le monde. Et il parle avec tout le monde, avec la femme déchue, il parle avec l'homme aveugle et tout le monde. Dieu parle avec lui. Le, le point culminant de l'évangile est le dernier discours où c'est la conversation de Jésus avec ses disciples face à la mort et dialogue même avec Pilate qui jusqu'au silence final et quand il y a le silence de la croix. Et le jour de Pâques, la, quand il rencontre Marie-Madeleine dans le jardin, alors la conversation reprend. Marie, dit-il, rabbin, il dit donc notre gouvernement est basé sur un exercice de cette activité la plus chrétienne, la conversation d'amour. Et moi, il y avait une question soulevée de Sœur Elvira dans sa lettre à vous tous concernant les niveaux de gouvernement dans la congrégation. Elle veut que vous réfléchissiez à la division en provinces, en délégations, communautés dépendantes du gouvernement général. C'est très intéressant et ça, c'était vraiment une question aussi pour les frères. Vous savez, est une des meilleures choses que le frère Carlos Asperos a fait. Il était maître d'ordre de nous aider à réfléchir exactement sur cette question. Et, et nous avons décidé de simplifier l'ordre et nous avons supprimé un niveau entier qui s'appelait les vicariats généraux. Alors ici, c'est la question. Et je pense que c'est une grande question pour vous toutes. Alors, comment ces niveaux, quelle est la relation entre les différents niveaux? Alors, et si je comprends bien, il y a du haut en bas. Chaque niveau reçoit du haut
le supérieur général et ses conseils transmettent des ordres aux provinciaux et les provinciaux donnent des ordres aux communautés et à leurs supérieurs. Je sais que c'est un peu complexe, mais le modèle dominicain est différent, fondamentalement différent. Chaque niveau doit prendre la responsabilité de la décision qui leur appartient. Donc, quand le chapitre général prend des décisions pour tout l'ordre, et puis et il y a les décisions prises et chaque communauté prend des décisions sur sa propre vie. Alors, vous allez, vous, euh, oui, je ne peux pas vous dire quel système est mieux, mais chacun a un système riche et fort. Le modèle jésuite est assez efficace et notre modèle est plus fraternel, je dois dire. Et l'Église a besoin des deux modèles. Des- alors, vous savez que la variété est importante. Mais quelques sœurs dominicaines travaillent en fait sur le modèle jésuite avec un processus décisionnel un peu plus centralisé. Moi, je ne sais pas comment vous travaillez. Vous, vous pouvez réfléchir si vous voulez, si vous êtes satisfait ou bien vous voulez un peu changer. Alors, voir l'essence de notre gouvernement, je ne sais pas, euh, qu'est-ce comme maître d'ordre, moi, je vis 8 mois en visitant les provinces. Et alors, je reste 6 semaines à l'étranger, 2 semaines à la maison. Vous savez, c'était nécessaire. Et pendant ces visites, je rencontrais plus que 100 pays. Et pendant ces visites, je passais une demi-heure seule avec chaque frère. Et le but disons, c'est très important de visiter chaque communauté tous les 2 ans et chaque communauté de formation chaque année. Ça, c'est vraiment le grand problème. Et je pense que dans la vie dominicaine, le but d'une visite, c'est pas de prendre des décisions à la place des frères. À moins que les choses n'aient vraiment mal tourné, le maître n'a pas visité la province d'Angleterre, par exemple, pour prendre des décisions concernant les frères anglais. Et ça, c'était et pour nous, c'était le provincial d'Angleterre. Et, et le provincial d'Angleterre ne visite pas ma communauté. C'est notre responsabilité. Le but d'une visite est d'aider les frères à prendre de bonnes décisions nous-mêmes. Et donc, lors d'une visite générale, je demandais et je dis, est-ce que les frères ont une bonne conversation sur ce qui a été dit? E- Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été exclu et marginalisé? Est-ce que les conversations sont à tous les niveaux sincères? Est-ce que nous sommes courageux? Est-ce que les vies des frères sont-ils motivées par la foi, par l'espoir et l'amour? Alors, vous savez, ces questions, c'est pas ce que vous devez faire, mais comment vous pouvez prendre de meilleures décisions? Comment la démocratie peut marcher mieux? Alors, euh, vous savez, la qualité de la conversation est très importante. Donc, de grande partie de mes visites, c'était d'aller écouter les frères et parler avec une tasse de thé et avec aussi un verre de whisky. Je pense que quand même, vous ne buvez pas de whisky comme nous, les frères. En tout cas, on parlait, on partageait des histoires. Vous savez, la conversation, c'est l'oxygène de notre vie. Alors, donc, pour nous,
les frères, une grande partie du gouvernement consistait à aider les frères à parler euh, avec honnêteté, avec compassion, avec espoir pour l'avenir. Et quelquefois, j'ai dû intervenir aussi fortement. Dans une province africaine, il y avait des divisions tribales très fortes. Et alors, j'ai dû proposer un processus de réconciliation. J'ai vraiment, tous les 6 semaines, tous les prochains mois, 6 mois, j'ai dû faire une assemblée provinciale où il y avait où assistaient des frères et j'avais proposé 3 modérateurs possibles. Alors, il y avait dans la province d'Europe centrale, j'ai dû demander la démission de l'étudiant maître. Une province d'Amérique latine était devenue paralysée par de mauvaises décisions. Là aussi, j'ai dû prendre en charge le gouvernement en direct directement et le débloquer la situation. Mais ça, c'était des exceptions. Mais dans 95% des cas, les visiteurs aussi ne prenaient pas des décisions importantes. Nous, on avait simplement suggéré aux frères comment on pouvait ces dialogues et leur prise de décision. Donc, pour nous, la visite, c'est une thérapie. Une thérapie, elle débloque et elle empêche ce qui nous empêche de parler. C'est-à-dire, ça nous donne le courage de prendre de décisions courageuses. D'encourager lorsqu'il y a quand on est déprimé et alors quand il y a des temps difficiles et quand moi par exemple quand j'étais en Rwanda pendant le génocide ou au Burundi ou en Angola ou en Irak pendant l'invasion et alors, ce que cela signifie, écouter, écouter, écouter. Et à la fin de chaque visite, je dirigeais mes impressions, j'écrivais et je les discutais avec le conseil provincial, local, et je demandais à les corriger. Et après, je retournais à Rome et j'écrivais une lettre aux provinces. Et chaque frère avait reçu une copie. Et alors, ainsi, on pouvait discuter dans chaque communauté. Alors, le principe fondamental, bon gouvernement, ça veut dire aider les sœurs à avoir une bonne conversation. Alors, comment on fait ça? Comment on parvient à ça? C'est ce qu'il faut. Et alors, il faut avoir des réunions du conseil. Il y avait des conseils de province, de communauté. Alors, qu'est-ce qui se passe avant et pendant et après une réunion de conseil? Alors, c'est évident et il est tout à fait évident. Si maintenant je vais vous, pardonnez-moi, si, alors, si j'ai apprendre à mes grands-mères, elles me disaient à sucer des œufs. Alors moi, vraiment, je ne vais pas vous apprendre rien de nouveau. Mais alors, tout d'abord, avant les réunions du conseil, euh, avant les réunions, c'est vraiment, il fallait avoir de bonnes conversations informelles. Si on ne peut pas parler informellement, alors on peut pas avoir de bonnes conversations informelles. Alors, à la nuit, avant le conseil provincial, moi, j'invitais toutes les frères à on parle de façon informelle et on se donne de la joie, on parle de nos préoccupations, de nos inquiétudes, de nos cauchemars. Et donc, ceux qui venaient à ces conseils devaient venir la nuit avant. Et si on ne peut pas faire ça de façon informelle, alors on ne peut pas s'attendre que l'ordre du jour puisse le faire pour nous. Et donc,
chaque année, ce conseil général se réunira 2 fois pendant 4 jours et c'était un moment de partage. Et peut-être que certains des frères avaient des situations difficiles ou dangereuses. Alors nous discutions, nous rions, prions, marchions, nous détendions ensemble. Et puis nous sortions tout ce qu'on avait dans nos cœurs. Et on aurait tissé des liens de communion pour discuter. Ensuite, on aurait pu discuter des problèmes en comprenant ça que nous faisait, ce qui était dans notre cœur. Donc, la discussion formelle du conseil s'appuie sur toutes les conversations informelles que nous ont eues avant et après. Deuxième chose, deuxièmement, un autre point, c'est important. Il ne sert à rien de discuter d'un sujet si le supérieur a déjà décidé ce qui est le mieux pour nous. Alors, nous, ça, le supérieur, euh, s'il est, s'il est provincial, s'il est local provincial, doit venir à ces réunions sans savoir ce qui est mieux pour nous. Autrement, c'est inutile d'avoir une conversation. Un membre de mon conseil général, c'était un Irlandais, Flannan Himes, c'était son nom. Il a déclaré que son meilleur mandat de provincial ne s'est pas bien passé parce que lui, il avait pensé longuement, il avait réfléchi à tous les sujets de l'ordre du jour et avait décidé ce qui était mieux. Ensuite, la seule fonction du conseil provincial était d'être d'accord avec lui. Et s'il n'était pas d'accord avec lui, il s'opposait à lui. Alors, ça, quand même, cela donnait lieu à de mauvaises discussions. Et son dernier mandat s'était mieux passé parce il était allé avec un esprit ouvert, il était prêt à se tromper. Et un de mes amis qui s'appelle James Allison a écrit The Joy of Being Wrong, la joie d'être erroné. Alors, pour un dominicain, c'est important de découvrir qu'il a tort. Et donc, si tu ne peux pas accepter d'avoir tort, alors pourquoi parler? Et le troisième point est très crucial pour le gouvernement dominicain et de ne pas avoir peur des différences d'opinion. Le désaccord est beau. Cela va à la rencontre de la culture contemporaine. Aujourd'hui, la plupart des gens ont tendance à vivre dans une bulle avec des gens qui ont les mêmes opinions. Les médias sociaux nous orientent vers des personnes qui partagent nos mêmes opinions. Regardez les États-Unis. Vous avez des programmes de télévision républicains, des sites web républicains. Et les démocrates ont leur site à eux. Alors, personne n'a besoin de se parler. Alors, aujourd'hui, vraiment, nous vivons dans des tribes, dans des mentalités tribales. Nous, alors, on doit être contre cette idée. Nous avons 4 évangiles qui sont les uns contre les autres. Beaucoup de gens dans l'Église primitive pensaient qu'il serait mieux d'avoir un seul évangile. Et, et l'Église dit nous avons besoin des 4. Et la vie de l'Église, c'est le dialogue. Nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament, tous dans un seul livre. Et alors, à un certain moment, mais nous avons Jésus, notre Jésus qui est divin et humain. Aujourd'hui, euh, on dit que Jésus est une personne avec 2 natures, divin et humain. Alors, pour le gouvernement dominicain, être un,
unis de cœur et d'esprit ne signifie pas que nous n'avons pas les mêmes opinions. La démocratie dominicaine, c'est le stimulus, le dynamisme du désaccord et la recherche de la vérité ensemble. Alors, comment faire face à un désaccord? Alors, euh, alors ça, comment vous pouvez faire face à un désaccord? Tout tout d'abord, il faut comprendre pourquoi nos frères ou sœurs ont des points de vue différents. Nous avons besoin de l'intelligence et de l'imagination pour voir que ces points de vue ne sont pas stupides. Nous pouvons penser que c'est jamais quelque chose peut être absurde, mais jamais stupide. Nous, on a une règle que je vous suggère. Vous, vous pouvez dire qu'un frère a tort, mais vous pouvez aussi partager, mais vous ne pouvez jamais dire que c'est une chose stupide parce que ça, c'est vraiment de dire que c'est une absurdité ou bêtise, c'est déjà de le dénigrer. Alors, dans la première question, il faut dire, est-ce qu'elle a raison ou tort? Mais la première question, c'est de dire pourquoi elle le dit. Est-ce que ça vient de sa culture? Il faut se demander. Vos sœurs sont de l'Italie, du Pakistan, de l'Argentine, du Pérou, de l'Uruguay, du Brésil, de Nigeria, de Guadeloupe, de France, de l'Espagne, vous voyez, de la Slovénie et de l'Ouganda. Vous voyez, euh, vous êtes 14, alors, et alors, il y avait 14 nationalités à un certain moment, vous comprenez, des 5 continents. Et les frères sont originaires de 107 pays et de mon dernier recensement que j'avais fait. Alors, vous voyez, vos sœurs utilisent les mêmes mots dans le même sens que les autres parce que souvent, nous utilisons les mêmes mots dans différentes significations. Quand j'ai écrit ma première lettre à mon ordre, je l'ai donnée à mon vicaire et je lui ai demandé qu'est-ce que tu en penses. Et lui, il a dit assez bon. Et en américain, en anglais américain, assez bon, ça veut dire très bon. Mais en anglais britannique, cela signifie assez mauvais. Alors, vous comprenez, c'est déjà une première signification. Vous comprenez, les différentes cultures ont des conventions différentes, hein. Et, par exemple, une des difficultés au Caire, en Égypte, quand vous demandez comment aller quelque part, vous demandez une adresse, on vous donne l'adresse, même si elles ne le savent pas, parce que ça serait très impoli de ne pas le faire. Dans la culture égyptienne, vous comprenez l'amabilité et de faire voir que vous voulez accueillir les personnes. C'est une question d'amabilité. Il faut donc comprendre la culture. Alors, c'est très important aussi. Comme alors, ça, c'est aussi ce que une fois, j'avais eu un chapitre général à Cracovie et alors il y avait des propositions de la commission et il y avait un énorme controverse. Le document qui avait été proposé soulignait que les prêcheurs, ils étaient nous devons être ouverts aux autres, nous devons recevoir leur vérité. Le Christ est présent dans tout ce que nous disons. Et alors, l'auteur de ce document, Chris McVeigh, avait passé toute sa vie au Pakistan en dialogue avec l'islam. Et dialogue, c'était la base de tout. Mais il y avait une forte réaction, et spécialement de l'Europe de l'Est et de centre. Et donc, et les autres frères qui ont dû écouter l'expérience, ils ont eu
ils ont eu des expériences sous le communisme. Alors, comme ils, alors, ils auraient été très fâchés si vous, par exemple, il faut écouter l'expérience de la vie sous le communisme. Et donc, c'est en Europe, de l'autre côté, il y avait une contradiction. D'un côté, prêcher un dialogue, et puis, donc, il y avait une. Alors, la tentation, c'était de dire d'un côté, c'est bon, et l'autre côté, c'est pas juste. Alors, pour avoir une unité et un accord, il fallait vraiment entendre bien toute l'histoire de l'autre, d'où il vient, quel est son. Il faut écouter l'expérience de notre ami, de notre frère de l'Asie, de l'Asie, et l'autre, il doit écouter les, l'autre qui avait vécu, par exemple, en Europe centrale sous le communisme, ou un autre qui avait vécu au Vietnam. Tout cela prend beaucoup de temps. Et il existe un mot zoulou pour désigner une rencontre, ça s'appelle Indaba. Si je comprends bien, Indaba signifie que vous prenez votre temps, tout le temps du monde. Tout le monde doit parler et écouter. Et si ça prend beaucoup de temps, vous le prenez. Alors moi, je pense que le secret, c'est de comprendre pourquoi il y a des gens qui sont silencieux, parce que le silence peut signifier aussi quelque chose dans différentes cultures. Signifie aussi un accord. Alors, pourquoi répéter si quelque chose que les autres ont déjà dit? Le silence peut aussi être un désaccord. Pourquoi être en désaccord si personne ne vous écoute? Ce silence peut aussi être timidité. Euh, alors, timidité peut aussi que je ne trouve pas les mots. Silence peut aussi signifier une colère ou bien une joie. Alors, si la sœur ne parle pas, pourquoi? Et nous avons le devoir de nous aider mutuellement à trouver les mots. Chacun doit savoir qu'il a été entendu. Moi, je ne sais pas si quand on est dans une réunion, il faut être vraiment sûr que le silence parle. Alors, avec, euh, quand, alors, quand il n'y a pas, nous avons dans un chapitre général, nous votons des milliers de fois. Et alors, on a les votes. Quand on a le juste moment de parler et on vote, c'est la partie vitale. La tentation peut être, par exemple, de, de par exemple, quand mon opinion gagne, par exemple, moi je vote trop rapidement parce parce que quelqu'un va être contre nous. Ou par exemple, on vote beaucoup trop tard parce que je pense que les gens euh, se se sont opposés. Et puis, alors, si à la fin, dans un chapitre général, vous allez voter très tard, c'est aussi une question parce que les gens veulent aller euh, euh, partir. Alors, quand on vote, quand on a presque un consensus, mais quand on vote, lorsque nous sommes le plus proche possible du consensus. Nous votons lorsque le- ceux qui ne sont pas d'accord sont prêts à accepter que la décision soit prise. Et nous- si nous constatons que la majorité a un sens unique, mais qu'un ou deux sont profondément opposés, nous pouvons alors devoir reporter le vote jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'ils savent ce qu'ils ont été entendus. Alors, il est vital que le, notre vote n'est pas personnalisé.
je vote pour ou contre, pour le meilleur, mais pas contre une personne. C'est une source de grandes difficultés dans les communautés religieuses. Si par exemple frère X vote contre ma proposition de fonder l'ordre en Indonésie, alors je peux dire il vote contre moi. Je, je l'ai soutenu l'année dernière quand il a eu une proposition l'année dernière et maintenant il me manque de loyauté. Mais ça, c'est pas ça. Mais nous ne pouvons pas laisser le vote être personnalisé. Si vous ne pouvez pas dire à quelqu'un je ne suis pas d'accord avec toi, ça, c'est pas de la véritable amitié. C'est pourquoi, pour des questions importantes, le vote doit être secret. C'est pour ça. Et même pour d'autres questions au Conseil général, je n'ai jamais cherché à savoir comment les gens ont voté. Si, et qu'on le fait, par exemple, moi, je ne veux pas savoir qui a voté. Je ne regarde pas la main si c'est le secrétaire général a compté le vote. Le, le, le vote ne doit pas être basé sur les partis au sein de la congrégation. Toutes les sœurs qui sont en faveur de sœur Marie votent ensemble sur un sujet. Et toutes ceux qui sont, par exemple, d'accord avec sœur Dominique sur un autre. Ça, c'est pas une démocratie dominicaine. Ça, c'est une guerre. Si la démocratie est vraiment dominicaine, c'est parce que nous voulons être libres de voter. Nous ne sommes pas dans une partie politique. Et enfin, après la décision, même si moi j'ai voté contre la décision, nous avons voté pour. Pour être frères et sœurs signifie que les décisions de la majorité sont les décisions de tous. Si nous avons voté lors d'une élection, même si mon même si mon candidat n'a pas gagné, nous avons voté pour celui qui a été élu parce que nous pouvons travailler ouvertement pour qu'une décision soit renversée, bien sûr, parce qu'on dit que c'est la décision de notre communauté. Euh, Enfin, une fois qu'un supérieur a terminé son mandat, il est, elle ou elle est, elle redevient euh, euh, membre de la communauté. Alors, alors, il ne faut pas avoir d'anciens supérieurs qui traînent dans le coin en essayant de s'accrocher et à donner leur influence. Vous savez, toutes les ex-supérieurs, ils sont, parfois, ils restent un peu, euh, ils deviennent des sœurs à nouveau. Ils ne restent pas des ex-supérieurs. Excusez-moi si je le dis, mais je crois que dans le gouvernement dominicain, c'est basé sur une conversation civilisée. Et, et je pense que c'est très important. Et l'important, c'est avoir une conversation fraternelle. Un dominicain est démocratique, mais nous ne sommes pas un parti politique. On est des frères et des sœurs. Dominique voulait que tous les frères aient une voix, car le Saint-Esprit est répandu sur tous, même sur ceux dont je considère les opinions sont erronées. Je vous remercie.